Bonjour Charles Danjou. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je crois que vous êtes en Russie actuellement. Absolument. Alors donc la Russie, depuis la déclaration de Vladimir Poutine hier, reconnaissant certaines difficultés, effectivement, l'Ukraine a décidé de concentrer beaucoup de ses frappes sur l'appareil industriel pétrolier russe. Donc il y a des difficultés d'approvisionnement en essence. On sent que les territoires qui paraissaient acquis à la Russie, comme la Crimée, deviennent à nouveau des enjeux de guerre. Et donc, l'Ukraine a un peu changé sa stratégie et on a l'impression que la Russie a du mal à s'adapter à cette nouvelle stratégie. Oui, alors on est en train de vivre ce qu'on a vécu il y a 3 ans au moment de la contre-offensive ukrainienne sur à peu près l'intégralité de la ligne de front. Cette contre-offensive, elle avait duré 2 mois et demi et elle avait été présentée comme je dirais, quasiment victorieuse, rien ne pouvant arrêter l'armée ukrainienne soutenue par les chars occidentaux, les fameux chars léopards allemands, etc., etc. Là, on revit un petit peu la même chose, tout simplement parce qu'au mois de septembre, il y a des élections législatives en Russie et qu'on voit bien que l'objectif, au-delà des objectifs militaires, des destructions de dépôts de carburant, etc., etc., c'est de déstabiliser en fait le dirigeant russe Vladimir Poutine dans la perspective justement de ces élections législatives qui auront lieu le 18 septembre. Donc là, c'est pas seulement et pourquoi je dis ça, simplement parce que c'est pas juste une offensive militaire sur le terrain, c'est aussi et surtout une offensive médiatique, en particulier en France. Je voyais hier Bernard-Henri Lévy qui ressortait des images de 2023 pour commenter les offensives ou les bombardements ukrainiens en ce moment, alors qu'il n'y connaît strictement rien et qu'il a des informations, je pense, extrêmement parcellaires provenant certainement des éléments de langage fournis par les Ukrainiens, puisque voilà, quand Bernard-Henri Lévy s'exprime, on sait en général qu'il y a il y a un loup quelque part. Donc là, ils essaient de nous vendre dans cette opération de communication le fait qu'effectivement, alors non seulement la Russie serait gravement déstabilisé sur le plan énergétique, vous le disiez, mais aussi sur le plan politique. On nous sort un soldat qui critique Poutine avec des médailles, etc. On nous refait le même coup qu'avec Prigojine. Alors je ne dis pas qu'il y a pas de contestation, il n'y a pas de problème. Moi-même, il se trouve que je conduis un véhicule diesel, donc je suis bien placé pour en parler. Il est difficile de trouver du diesel dans les stations-service à Moscou, par exemple. Il y a peu de stations-service qui sont approvisionnées régulièrement en diesel. Ceci étant, par exemple, pour l'essence, pour le sans-plomb, etc., il n'y a absolument aucun problème. Donc, puisque là, j'ai la chance de m'y trouver au moment où tout ça se passe, il y a effectivement le sentiment que cette guerre est difficile parce que les Ukrainiens disposent des matériels et des soutiens et des financements occidentaux sans lesquels la guerre serait déjà terminée. Donc, Charles, on ne vous entend pas. Charles, on ne vous entend plus du tout. Bon, alors, Charles d'Anjou n'a pas compris qu'on ne l'entendait plus, donc alors j'espère que voilà. Donc je crois que peu à peu on est en train de rétablir la connexion. Voilà, donc ça a été la matinée. Voilà. Vous oui, nous entendez, Charles? oui, Formidable. je suis désolé parce qu'on est par VPN ici, comme WhatsApp est bloqué, donc parfois le VPN saute. Non, je disais que là, c'est une opération de 40 jours durant laquelle les Ukrainiens et leurs soutiens occidentaux concentrent un maximum d'efforts, avec en ligne de mire la déstabilisation de Vladimir Poutine et la création de troubles un peu comme ce qu'avait vécu la Russie avec Yevgeny Prigojine à l'été 2023, et une contestation aussi dans les urnes, une contestation populaire, ces fameuses contestations populaires qu'ont toujours espéré les néoconservateurs, que ce soit en Russie, mais aussi en Iran et ailleurs. Voilà, donc on verra ce que ça donne. La réalité, c'est que le quotidien, évidemment, est un peu plus difficile pour les Russes. Tout ça est à relativiser parce que je vous dis que hier j'étais justement dans le centre de Moscou. Tout fonctionne absolument normalement, y compris en région où j'étais il y a une semaine. Il y a absolument aucun problème. Ceci étant, les Russes, et d'ailleurs Poutine l'a dit, les Russes ont bien conscience qu'en ce moment le ton s'est durci du côté de l'Ukraine, qui bien que disant qu'elle est prête, et c'est Volodymyr Zelensky qui le dit,
à négocier un cessez-le-feu, etc., en réalité, occupe l'intégralité du champ de la communication. D'un côté, on nous explique qu'on est prêt à la paix et qu'on est prêt à discuter avec les Russes, et de l'autre côté, on intensifie les bombardements sur des axes stratégiques, aussi sur des objectifs qui n'ont absolument aucun intérêt. Par exemple, ce collège à Lugansk qui a été bombardé par un missile faisant des dizaines de morts parmi les étudiants, ça n'avait strictement aucun intérêt stratégique. Et la Crimée que vous mentionniez il y a un instant. Et la Crimée, c'est intéressant parce que la Crimée, elle est reliée par un pont côté est au continent et côté nord, elle est reliée par, en fait, pas par des ponts, mais surtout par des bandes de terre Donc là, effectivement, les Ukrainiens intensifient la pression sur la Crimée parce que la Crimée pose un problème d'approvisionnement logistique aux Russes qu'ils peuvent résoudre, mais qui évidemment est plus prégnant que des objectifs ou des villes ciblées sur le continent. Charles d'Anjou, vous nous dites que l'Ukraine est prête à la paix tout en bombardant. C'est exactement ce que dit Poutine, qui lui aussi dit qu'il est prêt à la paix et qui continue ses bombardements. Et voilà, on a l'impression en fait que les deux pays ont exactement la même tactique, c'est-à-dire dire qu'on est prêt à la paix tout en continuant le combat pour garantir les meilleures chances de négociation et affaiblir l'adversaire en le bombardant à outrance, quitte à ce que une ou deux bombes s'égarent ici sur un collège, là sur une cathédrale, là sur un immeuble et là-bas sur un autre immeuble. Donc on n'a pas l'impression que les Ukrainiens fassent autre chose que ce que font les Russes. Oui, exactement, parce qu'en réalité, si on prend un peu de recul et surtout un peu de hauteur par rapport à ce conflit, on voit que c'est pas seulement les questions territoriales entre la Russie et l'Ukraine et pour lesquelles, pour le moment, il n'y a aucun accord. Vladimir Poutine est tombé à signer les conditions avec Donald Trump. Ils sont tombés d'accord sur les conditions de paix à présenter à l'Ukraine à Anchorage il y a un an, en Alaska. Ces conditions qui prévoient notamment que bien les territoires du Donbass pris par la Russie resteront à la Russie ne sont Ah. possibilité pour le début d'ouverture de négociations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Volodymyr Zelensky est une pièce, ça c'est un point de vue personnel, est une pièce dans l'échiquier mondialiste, dans l'échiquier européiste. En réalité, l'Union européenne, pour se constituer en État fédéral, a besoin d'un point de fixation avec la Russie. D'abord parce que la Russie est un les valeurs conservatrices de l'orthodoxie promues par la Russie sont contraires aux valeurs des dirigeants de l'Union européenne. D'autre part, ça permet d'expliquer que, face à la menace russe, on a besoin de se constituer en fédération. Je vous invite d'ailleurs à revoir les propos de Bruno Le Maire qui dit exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut une fédération avec, au départ, 6 États nations européens qui créent une fédération avec un gouvernement, avec une diplomatie unique, etc. Donc on voit là, l'objectif est en train de sortir et vous verrez qu'avec la campagne présidentielle française, le bloc central va préciser un projet en ce sens. Et de l'autre côté, dans ce plan un peu européiste dont la guerre en Ukraine n'est qu'un théâtre d'opération, il y a aussi, si on prend toujours un peu de recul, il y a aussi l'après-Trump. Et j'invite nos auditeurs éclairés qui réfléchissent à imaginer un monde dans lequel le monde d'après, si l'Ukraine et l'Union européenne gagnent la guerre contre la Russie, et si Donald Trump ou J.D. Vance sont battus demain aux élections présidentielles. Je les invite à réfléchir. Ça permet, peut-être que ça permettra d'ailleurs à une partie de l'extrême droite viscéralement nostalgique du Troisième Reich et de viscéralement soutien à l'Ukraine, peut-être de se poser quelques questions, sait-on jamais. Merci Charles d'Anjou. Si on veut revenir sur les 40 jours dont vous avez parlé, c'est effectivement le même délai que Bernard-Henri Lévy a évoqué hier à la télévision en expliquant que voilà, dans 40 jours, Poutine serait défait. Et selon lui, d'ailleurs, Poutine est déjà au courant et a quasiment admis sa défaite. Oui, vous savez, on nous a tout expliqué sur Vladimir Poutine. Quand je suis rentré d'Ukraine, où j'aidais TF1 LCI dans les 5 premiers mois de la guerre en Ukraine, on a vu effectivement j'observais sur les plateaux LCI
sur lesquels j'étais encore invité, j'observais l'hystérie de la plupart des commentateurs ou des analystes que j'avais en face de moi qui étaient invités et qui disaient que Vladimir Poutine avait un cancer, qu'il était homosexuel refoulé, qu'il allait être destitué par un putsch, qu'il était menacé, etc., etc., etc. Bon, je veux dire, Bernard-Henri Lévy est en service commandé. D'ailleurs, c'est peut-être l'un des chefs de ce service commandé pour vendre cette guerre de 40 jours et pour essayer de convaincre, continuer à convaincre, je ne sais pas d'ailleurs s'il réussit à convaincre grand monde en France, ça c'est peut-être une erreur de casting, j'aurais peut-être dû le retirer, mais pour essayer de convaincre l'opinion occidentale que la Russie est sur le point de tomber, qu'il faut continuer à poursuivre les efforts, et aussi pour montrer aux Russes qui suivent ce qui se passe évidemment avec des VPN par exemple sur les médias internationaux, qu'en fait Poutine est déstabilisé, que tout le monde est convaincu que c'est sa dernière heure est arrivée, etc. Bon, je vous dis, c'est intéressant de regarder, de retrouver les archives, c'est sur YouTube d'ailleurs, de la contre-offensive ukrainienne du mois de juillet, août et septembre 2023. On a exactement les mêmes intervenants, quasiment les mêmes éléments de langage. Pour Poutine, c'est exactement la même chose. Quand on est à Moscou je veux dire, je vous invite d'ailleurs à venir, c'est très facile. Les visas s'obtiennent en 4 jours, les visas de tourisme, pour vous rendre compte. En fait, les questions qui se posent en Europe sont posées avec un prisme déformant. En fait, avec le prisme d'une opération psychologique de déstabilisation de la Russie. On peut aimer ou ne pas aimer la Russie, mais on n'est pas obligé d'être malhonnête et de raconter n'importe quoi ou de croire n'importe quoi. Voilà. Donc, qu'on la soutienne ou qu'on souhaite sa défaite sur le champ de bataille, si on est honnête, on est obligé de considérer que ce qui est en train de se passer dans les médias français, c'est de l'élément de langage et de l'opération psychologique. Les Américains savaient très bien faire ça au moment de la guerre de Bosnie, au moment de la guerre en Irak, au moment de la guerre du Kosovo, etc., etc. Là, je ne dis pas que ce sont les Américains, parce que là, ce ne sont plus les Américains. Les Européens savent très bien monter ce genre d'opération. Et Bernard-Henri Lévy, que vous mentionniez il y a un instant, est le spécialiste, avec des résultats d'ailleurs, je le disais, qui sont à mon avis très, très aléatoires, parce que je crois qu'il n'a plus, depuis longtemps, il n'a plus beaucoup de crédibilité auprès du grand public. Ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre. Alors, effectivement, on voit bien qu'il y a une certaine unanimité des médias occidentaux. Par ailleurs, on voit aussi que, évidemment, l'Ukraine apparaît être comme le petit pousset par rapport à la Russie. Vous nous avez dit tout à l'heure que l'Ukraine ne serait rien sans le soutien de l'Union européenne et le soutien pendant quelques années des États-Unis. On a quand même envie de vous interroger sur la manière dont la Russie considère, au bout de 4 ans, cette guerre qui était censée être une guerre éclair menée en 2 semaines. Alors, ce que n'ont pas, à mon avis, anticipé les Russes ou pas suffisamment, c'est la rapidité et je dirais, l'impact qu'aurait le soutien occidental sur un plan matériel. Bon, ça, à la limite, ils pouvaient encore le gérer, puisque les léopards, comme le disait le député russe Tolstoï dans une interview à BFM, les léopards allemands, les chars léopards allemands brûlent comme tous les autres chars et comme les chars soviétiques d'ancienne génération. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qui a vraiment changé, en fait, c'est l'entrée en service des drones et le fait que les Ukrainiens eh bien, soient passés maîtres dans l'usage des drones. Les Ukrainiens sont en infériorité numérique. Ils ont moins de matériel que les Russes. Ils souffrent, vous vous souvenez qu'ils souffraient d'un manque d'approvisionnement en obus d'artillerie de 155 mm. Donc ils ont tout un tas de problèmes qu'ils ont réussi en fait à compenser par l'apparition des drones et leur usage massif. Et ils sont vraiment virtuoses dans l'usage des drones. Les Russes aussi sont très bons, mais je pense que les Ukrainiens ont peut-être encore un temps d'avance sur les Russes. D'autre part, les soutiens financiers européens ont permis quand même de monter des chaînes de production énormes. Et donc, avec aujourd'hui des milliers de drones, vous arrivez je dirais, ça compense largement l'infériorité en artillerie ou en char. Vous arrivez à freiner l'ennemi, ce qu'ils réussissent à faire. Et d'autre part, ils sont en position défensive. Et quand vous êtes en position défensive dans des secteurs très urbains, je ne parle pas quand vous êtes dans la campagne, dans une tranchée en plein champ de blé, ça évidemment c'est problématique. Mais quand vous êtes retranché dans des caves ou dans des positions fortifiées, dans d'anciennes usines, etc., il est très difficile. En fait, pour vous déloger de là, il faut y aller à la cuillère à escargot. Aujourd'hui, la cuillère à escargot pour les Russes, c'est le drone et c'est de petits groupes de combat, de petits commandos de 4-5
personnel par équipe, mais ça prend évidemment beaucoup de temps. Donc les Ukrainiens sont pugnaces, les Ukrainiens ont de très bonnes unités, très bien formées, très bien équipées. Ceci étant, et c'est complètement occulté par aussi, si on est honnête, par cette opération un peu de psychologique et de communication, c'est que quand on regarde la carte du champ de bataille, vous pouvez trouver ça sur des sites anglais, notamment par exemple sur X, c'est assez précis. Les Russes se sont emparés, ont mis du temps, mais ils se sont emparés de positions clés aujourd'hui qui mettent à portée aujourd'hui de tirs d'artillerie et de leurs équipes d'infiltration deux villes essentielles comme Slaviansk et Kramatorsk, qui sont les deux derniers bastions ukrainiens dans le Donbass, dont la prise sera évidemment très longue parce que ce sont des villes très importantes. Il y a des complexes industriels, etc. Mais dire que la Russie n'avance plus, c'est faux. On peut dire que la Russie avance lentement, que ça prend du temps, etc. Ça, oui. Et deuxièmement, dire que l'Ukraine avance, comme j'ai entendu aussi sur le territoire, là aussi, c'est faux. Je vous prends les cas de ces deux villes dans le Donbass, mais il y a d'autres villages sur la ligne sud du front, près de Zaporozhye, où les Russes avancent aussi. Alors, on peut se gausser en disant que ce sont de petites avancées. De toute façon, cette guerre, elle sera encore longue. Sauf retournement de situation improbable, cette guerre sera encore longue et il faudra, pour commencer à tirer les conclusions d'une défaite ou d'une victoire de l'un ou de l'autre camp, à mon avis, attendre encore 1 an pour savoir si ces deux bastions ukrainiens sont tombés ou pas. S'ils tombent dans 1 an aux mains des Russes, là, effectivement, sur le plan de la communication, sur le plan symbolique, l'intégralité du Donbass sera conquis par la Russie et ce sera évidemment une nouvelle défaite. Il y en a eu d'autres, il y a eu plusieurs défaites ukrainiennes sur ce front, mais ce sera une défaite ukrainienne importante. Mais je pense que de toute façon, c'est un peu une lutte à mort. D'ailleurs, Poutine l'a dit, et d'ailleurs Macron l'a dit aussi, Van der Leyen l'a dit aussi, etc. C'est un peu une lutte à mort, en fait, idéologique. Il y a deux modèles idéologiques qui s'affrontent. Il y a le modèle russe, vous pouvez y ajouter d'autres pays, les BRICS, etc. Et puis il y a le modèle mondialiste européen. Et je dirais, la Russie est en première ligne, mais il faudra que l'un des deux cède. Voilà. Et pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc ça va durer. Alors, ça va durer. Vous avez parlé des BRICS, donc, merci pour cette ouverture. On s'est focalisé dans un premier temps sur le conflit russo-ukrainien. On reviendra peut-être sur la perception par les Russes eux-mêmes, non pas ceux qui sont au Kremlin, mais la population de base sur cette guerre beaucoup plus longue qu'elle n'avait été annoncée. Avez-vous l'impression que la Russie est isolée d'un point de vue international, que ses récentes défaites en Afrique, la manière dont elle n'a pas réussi à soutenir tel ou tel de ses alliés, a endommagé en fait son crédit diplomatique, ou au contraire, vu de Russie, la Russie continue à évoluer dans un monde plus libre, plus ouvert et moins critique à son égard? Alors je dirais que d'abord les défaites, vous mentionniez, il y a des revers de Wagner en Afrique. Je rappelle simplement que la France, depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais on peut même faire remonter ça avant, mais avec Emmanuel Macron, ça s'est accéléré, a perdu quasiment toutes ses positions en Afrique. Toutes. Les soldats français, l'armée française se sont fait virer de toutes leurs bases militaires en Afrique, quasiment. Il doit en rester une en Côte d'Ivoire. Donald Trump vient de subir une défaite en Iran. Donc, que la Russie subisse des défaites en Afrique, je dirais à la limite, qui ne subit pas de défaite. Bon, et en termes de défaites, on peut certainement trouver pire. Bon, que quelques sociétés militaires privées, bon, dont acte. La Russie, c'est ce qu'on ne voit pas vu d'Europe, c'est que comme nous avons un peu le défaut d'être autocentrés, en particulier en France, on a l'impression que, je dirais, tout ce qui se passe dans le monde, y compris sur le champ de bataille ukrainien, je dirais, ça passe forcément par l'Europe et que, en fait, on a l'impression que la Russie serait seule avec son petit allié biélorusse à côté et que finalement, voilà, il y a l'Europe qui soutient l'Ukraine, etc. C'est oublier que pour que cette guerre puisse continuer, pour que les Russes aient les moyens de faire cette guerre, exactement comme l'Ukraine, imaginons la puissance financière de l'administration démocrate au service de Zelensky les 3 premières années de la guerre, et imaginons aussi la puissance des dizaines de milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros maintenant de l'Union européenne, dont dont la France est un État surendetté et contribue très largement. Quel est l'impact de tout ça pour l'armée ukrainienne? Évidemment, c'est colossal, et on l'a dit tout à l'heure, ça explique que l'Ukraine continue
à réussir à freiner la Russie lui tenir la dragée haute. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la Russie? Il y a la puissance économique, il y a la puissance technologique de la Chine. Ça, on a du mal à le percevoir parce que en France, on ne connaît pas la Chine. On ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Imaginez que la Russie, l'économie russe réussit à tenir parce que l'Inde est devenue le premier acheteur de pétrole russe. C'est difficile à comprendre ça. Bon, et là, on prend la Chine, l'Inde, on peut prendre aussi les États du Golfe. Prenez la position des Émirats, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de tous ces pays qui, en réalité, ne font pas de publicité, ne font pas d'opérations psychologiques, mais qui maintiennent un équilibre. Ils ont de bonnes relations, des relations correctes avec l'Ukraine, mais dans le même temps, ils permettent aux devises russes d'être échangées. Ils sont aussi, ils ont des partenariats économiques extrêmement développés avec la Russie. Ils investissent en Russie. Donc tout ça, on ne le voit pas. Et c'est important petit peu de comprendre ça parce que, évidemment, si la Russie était isolée, la Russie ne pourrait plus faire la guerre. C'est une évidence. Cette guerre coûte cher à la Russie. Elle coûte cher notamment sur le plan financier, sur le plan industriel, sur le plan énergétique. Aujourd'hui, effectivement, il y a un impact de ces bombardements ukrainiens sur un certain nombre de sites. Mais l'économie russe n'est pas effondrée et le système politique russe aujourd'hui n'est pas déstabilisé. Il y a des questions qui se posent. Les gens voudraient que ça se termine. Et la plupart des gens qui voudraient que ça se termine souhaiteraient que Vladimir Poutine en termine une bonne fois pour toutes avec l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il intensifie les frappes et qu'il intensifie, je dirais, la réponse sur l'Ukraine. Et Vladimir Poutine, qui est engagé dans un dialogue diplomatique avec Trump, d'ailleurs, Lavrov a dit que suite aux accords d'Anchorage avec l'administration Trump, il n'y avait pas eu de suite de la partie ukrainienne, mais Vladimir Poutine a toujours laissé la voie diplomatique ouverte, pas directement avec Zelensky, parce qu'il ne veut pas rentrer dans un jeu d'acteurs et dans un jeu de théâtre, avec en face de lui quelqu'un dont l'agenda et les sponsors ne permettent pas des discussions sérieuses. Mais par contre, il a toujours maintenu le canal ouvert avec Trump, y compris d'ailleurs sur l'Iran. Donc aujourd'hui, les Russes sont peut-être une partie entre les Russes et c'est peut-être radicalisé avec tout ça et pourrait peut-être faire le reproche à Poutine de ne pas y aller suffisamment fort. Alors voilà, c'est une c'est une réponse à mes deux questions d'un coup. Le fait que la Russie se soit radicalisée, cela vient-il aussi du nombre élevé de pertes humaines et comme d'habitude, évidemment, dans une guerre qui s'installe et qui dure longtemps, hein, 2022, 2026, 1914, 1918, on voit bien ce que c'est qu'une guerre aussi longue pour les peuples. Est-ce que cela vient de la lassitude de la population russe par rapport au nombre de morts et au fait que malgré tout, une partie de la vie est suspendue à l'évolution du front? Alors, il y a des morts, mais pas suffisants. D'abord, les Russes sont élevés au souvenir de la Grande Guerre patriotique de 39-45, avec les dizaines de millions de morts que ça a engendré. Il y a une semaine, j'étais à Rjev, j'avais fait une petite escapade dans la campagne russe à 350 km de Moscou. C'est un théâtre d'opération. La contre-offensive russe soviétique de l'hiver 42, ça a duré 1 an. Ils ont essayé de faire piller les Allemands. Ça leur a coûté plus d'1 million de morts sur quelques centaines de kilomètres. Donc les Russes, je dirais, les quelques milliers de morts, et c'est des milliers de morts en trop, mais là, de cette guerre, en réalité, quasiment, je dirais, ça passe pas inaperçu, mais je dirais à la limite, c'est surmontable. Évidemment, les soldats russes sont célébrés dans les rues de Moscou, dans les rues des villes russes. Vous avez des panneaux publicitaires qui sont couverts avec les têtes, des héros, ce qu'ils appellent les héros de la guerre. Vous avez des sous-officiers, des soldats, des officiers qui sont comme ça. Tous les 500 mètres, vous avez la figure de quelqu'un qui est d'ailleurs toujours vivant ou qui est tombé. Donc tout ça, les Russes le savent, mais c'est pas, je dirais, il n'y a pas l'émotivité qu'il y a dans les populations occidentales. Vous avez 8 morts en Afghanistan, 10 morts, 10 soldats français qui tombent au Mali, etc. Je dirais, c'est le deuil national. Macron est dans la cour des Invalides, etc. Là, on n'a pas du tout cette émotivité parce que simplement les Russes sont plus résistants et que bon, ils ont peut-être évolué différemment. On va dire ça comme ça. Pour le reste, je vais vous dire que d'abord, avec l'apparition des drones, il y a beaucoup moins de morts qu'au début de la guerre. J'étais à Mariupol, je disais avec LCI, au tout début de la guerre, dans les 3 mois de
la bataille de cette ville, la prise de cette ville par les Russes. Il y avait des dizaines, des centaines de blessés et de morts russes. Côté ukrainien aussi, mais on voyait vraiment la guerre à l'ancienne. Aujourd'hui, avec les drones, les Russes et les Ukrainiens engagent moins de troupes. Les troupes sont cachées dans des caves et elles ne sortent, les petites unités ne sortent soit que pour le ravitaillement, soit pour effectuer la prise de bâtiments qui ont déjà été tapés par les drones, nettoyés par les drones. Donc il y a beaucoup moins de morts aujourd'hui qu'avant. Il y a toujours des morts, évidemment, notamment sur ces convois logistiques, parce qu'il est très difficile pour les deux armées d'approvisionner les premières lignes, parce que vous êtes sous le feu des drones. Et il est très difficile d'échapper à un drone quand vous êtes en voiture, quand vous n'avez pas un bon tireur à côté avec un fusil de chasse pour descendre le drone. Vous n'avez quasiment aucune chance de ne pas être touché. Alors, votre véhicule peut être touché, vous pouvez vous en sortir, mais c'est extrêmement compliqué sur certains secteurs. Mais il y a beaucoup moins de morts. Et je le dis, la plupart des morts aujourd'hui, il n'y a eu qu'une mobilisation en Russie, c'était en 2022. La mobilisation en Ukraine, je crois qu'on en est à la 5e, avec les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, des gens qui ne veulent pas servir, qui sont mis de force dans des autobus, etc. Aujourd'hui, beaucoup des morts, côté russe comme côté ukrainien, sont d'anciens prisonniers dont les conditions de vie en prison ont été rendues insupportables, qui ont signé des engagements, d'ailleurs aussi pour des raisons pour construire, avec la perspective d'ouvrir une nouvelle page, de refaire sa vie, de gagner un peu d'argent, de redevenir quelqu'un de bien, de respectable, etc. Il y a beaucoup de raisons, mais il y a beaucoup de prisonniers aujourd'hui qui sortent des prisons russes et ukrainiennes et qui vont servir avec des contrats d'engagement. Et en général, je le dis, là, pas une révélation, mais on va se parler franchement, on est sur Radio Courtoisie, sur Ligne Droite, on va se parler franchement. La plupart de ceux qui aujourd'hui tombent des deux côtés, ce sont d'anciens taulards qui sont envoyés sur les missions les plus périlleuses. Et ça a toujours été comme ça dans toutes les guerres et dans toutes les armées du monde. Voilà. Alors, ça, c'est une réalité qui n'est pas expliquée, mais qu'il faut bien comprendre, parce que, je dirais, les deux armées ont conscience qu'il faut, je dirais, préserver au maximum je dirais, les troupes, les bonnes troupes formées, les matériels, etc. Donc, on envoie de l'ex-Tolar pour accomplir les missions les plus périlleuses. Et je l'avais déjà vu d'ailleurs avec Régis Le Sommier en 2023. On était sur des polygones d'entraînement au moment justement de la contre-offensive. Et la plupart des gens qui étaient à l'entraînement avec de très bons instructeurs, mais la plupart des types qui étaient en formation étaient des types qui sortaient de tôle et qui ont été envoyés pour boucher les trous lorsque les Ukrainiens ont lancé leur contre-offensive, et dont 70% d'ailleurs ont été tués ou ont été blessés. Voilà, c'est exactement la même chose côté ukrainien. On l'a aussi, on a pu rencontrer, discuter avec plusieurs, d'ailleurs des dizaines de prisonniers ukrainiens depuis 4 ans. Et c'est exactement la même chose. Il vous dit, j'étais en prison à Odessa, c'était trop dur, ils nous ont rendu la vie infernale pour qu'on s'engage. Voilà, donc on a la même logique en fait des deux côtés. Bon, ça se comprend pour des raisons culturelles, des raisons historiques. Ça, quand même, des deux côtés, c'est quasiment les mêmes peuples. Hein. Tout à fait. Alors, les auditeurs de Radio Courtoisie à qui on a posé la question de savoir si, à leur avis, l'Ukraine a encore les moyens de gagner la guerre, disent oui à 18% et non à 82%. Alors, on a l'impression que c'est aussi un vœu pieux, parce qu'on n'a pas du tout l'impression que les États-Unis ou l'Union européenne ont décidé d'arrêter de soutenir l'effort de guerre ukrainien. Exactement, et c'est pour ça que je reviens à la remarque que je faisais tout à l'heure, c'est que dans l'idée des dirigeants européens, en fait, il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps parce qu'il faut épuiser Vladimir Poutine et il faut essayer de le défaire sur le champ de bataille, sur le champ économique, etc. Ça, c'est une première chose. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de gagner du temps parce qu'il y a vraiment, je pense, ce projet idéologique et politique au sein des élites européennes. Mais pour pouvoir le réaliser, ils ont besoin de plusieurs choses. Je disais, il y a la défaite de Vladimir Poutine, mais ils ont besoin de se débarrasser de Donald Trump. Et pour se débarrasser de Donald Trump, il faut attendre il faut tenir jusqu'à la fin de ce mandat et il faut s'assurer que son successeur, peut-être J.D. Vance, soit battu. Et tout ça laisse le temps aux dirigeants de l'Union européenne pour réformer l'Union européenne et pour avancer. Et il faut d'abord le préparer dans la conscience, dans les têtes des citoyens européens pour préparer ce grand projet de fédération dans lequel d'ailleurs Emmanuel Macron a un rôle à jouer, etc. Enfin, tous les copains vont être recasés dans ce grand projet. Il n'y a pas de problème. C'est comme le Banque centrale en France. Vous voyez la campagne qui est en train de se mettre en place. Ils vont tous être recasés. Même Bruno Le Maire qui avait dit
lorsqu'il a été viré du ministère des Armées, il avait dit si on ne veut pas de moi, je me casse. En fait, il se casse, mais c'est pour mieux revenir. Parce qu'ils sont picousés, ils sont piqués, ils sont drogués à l'idéologie mondialiste et aux places et au pouvoir. Voilà. Donc, sur ce conflit en Ukraine, je disais, il y a la réalité du champ de bataille qui est importante, mais en réalité, peu de choses se décident aujourd'hui en Ukraine. Si les dirigeants européens disaient à Volodymyr Zelensky, maintenant c'est terminé, en 15 jours, il n'a plus les moyens de faire la guerre. Et ils sont obligés ils peuvent trouver un accord avec les Russes. Voilà. Les choses bougent, c'est pas un bloc monolithique. On voit le président polonais conservateur, trumpiste, qui, je dirais, a tenu tête à Volodymyr Zelensky et qui, pour cette raison, a été menacé par le président ukrainien. Il y a un certain nombre de forces en Europe qui ne sont pas pro-russes, mais qui, je dirais, contestent le pouvoir d'Ursula von der Leyen et des mondialistes. Et donc, cette partie est en train, en fait, comment dire, ce qui est en train de se jouer, c'est vraiment je dirais, une guerre en fait politique et idéologique au sein de l'Union européenne et des élites européennes contre des pays plus conservateurs, des dirigeants plus conservateurs. On disait Poutine et on disait Trump. Chaque pays a ses intérêts, a ses propres intérêts. On peut très bien le comprendre. Les Français ne sont pas les Russes, qui ne sont pas les Américains et vice-versa. Mais ce qui est en train de se constituer quand même contre les élites de l'Union européenne, notamment au sein des BRICS, fait que finalement, ceux qui sont aujourd'hui isolés, eh bien, c'est Macron et ses amis de Bruxelles. Eh bien, merci beaucoup Charles d'Anjou pour cette analyse vécue de l'intérieur de la Russie et du conflit russo-ukrainien. Et je vous dis à la rentrée. Merci Richard, à bientôt.